L'apprentissage est l'une des plus belles capacités que nous possédons en tant qu'êtres humains. Nous ne cessons jamais d'apprendre de la naissance. C'est une activité qui transcende l'enseignement scolaire. Et mieux encore, plus on apprend, plus on a envie d'apprendre. Je suis quelqu'un avec une soif d'apprendre intarissable et une grande passion pour les langues. Aujourd'hui, je vais partager avec vous ce que j'ai appris en tant que professeur de langue et expatrié vivant en France. Les langues, comme l'homme lui-même, ne cessent d'évoluer. Une langue peut difficilement être acquise dans son intégralité, qu'il s'agisse d'une langue étrangère ou même de notre langue maternelle. Loin d'être un processus linéaire et consécutif, comme nous avons tendance à l'imaginer, l'apprentissage, que ce soit d'une langue ou en général, est plutôt fluctuant. En pédagogie, nous l'appelons la courbe d'apprentissage car plusieurs facteurs influencent cette trajectoire instable. Le temps, le niveau de connaissance, mais surtout la confiance en soi avec ses hauts et ses bas. Pour que l'apprentissage ait un sens, il est nécessaire d'être conscient de ce qu'on l'apprend. C'est alors que trois bons amis viennent à notre secours. La volonté, c'est l'action consciente et spontanée de l'individu. La volonté reflète la prise de décision et contribue donc, entre autres, à la réalisation des objectifs d'une personne. Avoir la volonté d'apprendre une langue vaut mieux que de la connaître en profondeur. Notre deuxième ami, l'autonomie, c'est le désir d'assumer la responsabilité de son propre apprentissage par la réflexion et l'articulation des connaissances nouvelles et acquises. C'est la coach qui booste nos performances linguistiques en fonction de nos capacités réelles et nous encourage à progresser sans dépendre des autres. Et finalement, les stratégies d'apprentissage ou l'ensemble des actions réfléchies que l'on entreprend pour mieux apprendre. Dans le cas des langues, les stratégies impliquent l'utilisation directe ou indirecte de la langue, comme regarder des séries sans sous-titres ou faire des dessins au lieu de traduire un nouveau mot. Elles concernent principalement nos sphères cognitives, affectives et sociales et se développent grâce à l'interaction avec des personnes plus compétentes. C'est le cas par exemple dans le cadre naturel de la communication dans un pays étranger. C'est au cœur des interactions que l'on apprend vraiment, ou mieux encore, que l'on réapprend une langue. C'est une question de pure survie. Lorsqu'on descend de l'avion, on commence à remarquer que le bagage culturel et l'apprentissage formel de la langue ont été insuffisants. De l'aéroport à l'Airbnb ou à l'hôtel lorsqu'il y en a plus de chances, notre confiance à l'oral est ruinée par le premier locuteur natif, car notre accent et notre prononciation nous font toujours perdre des points. Jour après jour, nous parvenons à dépasser les limites de l'élocution mécanique héritée des méthodes, reprenant même un peu d'assurance chaque fois qu'une de nos phrases trop polies suscite plus ou moins d'admiration ou d'horreur. Hey, mais vous parlez très bien! Oui, elle écrit beaucoup mieux que moi. Oups! En tant que nouveau venu, on découvre que les choses normales peuvent devenir une source de panique. Par exemple, parler au téléphone. Une fois, je me suis retrouvée à écouter ma messagerie vocale plus de 3 fois jusqu'à ce que je demande à mon premier colocataire, en français, d'écouter et de confirmer ma compréhension. Quelques jours plus tard, au bord du désespoir, je lui ai demandé d'appeler à mon nom un opérateur internet pour obtenir mon premier abonnement. Je pleurais à l'époque. Maintenant, je ris quand je m'en souviens.
Bien que nous connaissions la langue et comprenions généralement ce qu'il nous dit, il arrive que nous ne soyons pas sans mesure de répondre de manière appropriée. Nous donnons donc la fausse impression de ne pas bien parler le français, ce qui peut amener l'autre personne à nous laisser de côté ou à passer à une langue plus user-friendly, comme l'anglais. Même si elle est bien intentionnée, ce type de réaction entrave notre participation aux interactions quotidiennes en réduisant nos chances de pratiquer et d'améliorer nos compétences orales. L'interaction entre locuteur natif et locuteur étranger est un déclencheur pour prendre conscience de la façon dont nous communiquons. En tant que locuteur natif, parler quotidiennement ma langue maternelle n'implique pas de faire de gros efforts pour me faire comprendre ou remettre en question la clarté de mon discours. Je suppose que nous comprenons tous bien parce que nous parlons la même langue. Toutefois, ce n'est qu'avec un interlocuteur étranger que mes capacités de communication sont mises à l'épreuve, quel que soit mon niveau de connaissance linguistique. Le locuteur étranger, quant à lui, découvre son incapacité à donner de l'expressivité et de la fluidité à ce propos, ainsi que la frustration de ne pas trouver son propre discours pour s'exprimer réellement, ce qui est totalement naturel dans sa langue maternelle. Malgré ma certification B2 en français, utilisateur indépendant, c'est le contexte qui m'a appris à comprendre les légères différences de prononciation et aussi de repenser les erreurs grammaticales comme un registre possible. Par exemple, l'omission des négations standards dans les discours « je n'ai pas »,« j'ai pas ». Nous les profs, on adore corriger ces fautes, mais on sait que le discours informel n'est pas forcément synonyme de parler mal. Dans les langues comme dans la vie, l'apprentissage est la capacité à s'améliorer à partir de ses échecs, à aller toujours de l'avant et à faire preuve de résilience. Apprendre une langue devient donc une expérience vitale qui peut même nous apprendre à devenir des meilleurs êtres humains, plus compréhensifs et plus ouverts, sachant que la langue est l'élément qui nous rend uniques en tant qu'espèce. Selon Charlemagne, parler une autre langue, c'est avoir une deuxième âme. Pourquoi ne pas oser gagner de nouvelles âmes? Un grand merci à vous.